Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cet événement pour vous faire part des travaux que nous menons au sein du Cercle Interrel, des travaux du groupe Fameia. L'intelligence artificielle, c'est un formidable outil qui est aujourd'hui largement utile et utilisé dans nos entreprises. Et on le sait, qui amène aussi des défis d'ordre éthique. On parle de responsabilité, on parle de transparence, de notions de protection des données évidemment, et puis de discrimination, notamment liée au biais de genre. L'objectif de cette heure que nous allons passer ensemble est multiple. Tout d'abord, vous familiariser, si ce n'est pas déjà le cas, avec ce qu'est l'intelligence artificielle et ses différents usages, notamment dans les entreprises. Deuxième objectif, c'est de vous expliquer en quoi elle représente justement un enjeu éthique et de diversité. Et à ce titre-là, nous aurons également des dirigeants qui viendront nous en parler. Et puis enfin, vous démontrer qu'il est possible d'agir concrètement dans le sens d'une IA responsable et non sexiste grâce à la formidable mobilisation de tous les acteurs qui œuvrent dans ce domaine, mais aussi grâce au Cercle Interrel, qui propose, je dirais, une solution clé en main pour nos entreprises, mis à disposition des entreprises pour qu'elles puissent agir dans le sens d'une IA responsable et non sexiste. Je parle bien sûr du pacte Fameia pour une IA responsable et non sexiste que nous prendrons le temps de détailler avec vous un peu plus tard pendant l'événement. Alors, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à 6 des membres du Cercle Interrel. Myriam Benabdallah Bernstein, Suzy Marin qui sera avec nous en duplex, Sonia Bécassis-Leland, Hélène Quillot également en duplex et Sandrine Borton sur le plateau pour vous parler de l'IA. Et je commence par Myriam. Merci Marine. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas un nouveau concept et pourtant il n'y a pas de définition unique de l'IA. On parle de l'IA depuis le milieu des années 50 avec l'apparition des machines à penser de Alan Turing. Alors, un être humain apprend facilement à distinguer par exemple entre un chat et un chien. Or, cette tâche peut s'avérer être très compliquée pour un ordinateur en programmation classique. Et il a fallu un changement complet de logique informatique pour que les ordinateurs apprennent à réaliser cette tâche aussi bien, si ce n'est mieux, que les êtres humains. Et ce changement, quand tu parles de changement, c'est ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, c'est ça? Il y a justement Suzy en duplex qui peut nous en parler. Je vais peut-être commencer d'abord par rappeler ce qu'est la programmation classique. La programmation, telle que ma génération l'a apprise à l'école, c'est le traitement, le tri, le stockage. C'est bien sûr toujours utilisé aujourd'hui. Si on prend par exemple la programmation conditionnelle, c'est du if, then, else. Appliquons-la à la reconnaissance d'image. Si l'objet que je veux identifier a 2 roues et qu'il a des pédales, alors c'est un vélo. En revanche, s'il n'a pas de pédale, mais un guidon, alors c'est un scooter. S'il a 4 roues, alors c'est une voiture. C'est déterministe. J'en viens maintenant à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui permettent aux machines et aux processeurs de calcul d'imiter des activités mentales. Donc il y a la notion de perception, il y a la notion de raisonnement, par exemple l'apprentissage, l'anticipation, l'adaptation, et de processus de décision. On est dans une logique cette fois-ci qui est probabiliste. Il y a un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique ou machine learning. Le machine learning fait référence à la capacité d'une machine à faire des prédictions sans être programmée a priori, avec un apprentissage direct à partir des données fournies. Et plus il y a de données, plus il apprend, plus il est précis. Donc continuons sur notre exemple de classification d'images. On a fourni au système des images. Ceci est un vélo, ceci est une voiture, ceci est une trottinette, ceci est un scooter, ceci est un vélo, ceci est une voiture, etc. Le système va apprendre et s'adapter et il pourra ainsi reconnaître un vélo lorsque l'image sera présentée. Qu'en est-il maintenant de l'apprentissage profond ou deep learning? Donc, eh bien, c'est un sous-ensemble du machine learning
qui utilise plusieurs couches, cette fois-ci, de réseaux de neurones pour extraire progressivement des informations à partir des données d'entrée. Par exemple, dans le traitement d'image, les couches inférieures du réseau peuvent identifier les bords, tandis que les couches supérieures peuvent identifier les roues. Voilà. J'espère qu'à travers ce simple exemple de classification d'images, vous avez appréhendé la notion d'intelligence artificielle. Mais alors, si ces techniques ne sont pas nouvelles, pourquoi depuis quelques années on assiste à une explosion de l'intelligence artificielle, Sonia Bécassis-Leland? Oui, Marine, effectivement, je pense qu'on peut même, moi j'emploie même le terme de révolution. Et pourquoi? C'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, nous avons accès à des bases de données vraiment immenses de données qui sont annotées. Par exemple, ImageNet, c'est la plus connue. Ensuite, ça s'accompagne de bons technologiques vraiment impressionnants. Nous avons la capacité de stocker des millions, des milliards de données annotées. En plus, nous avons la capacité de les processer et ensuite, qui s'est considérablement augmentée. Et enfin, nous avons une réduction tout aussi significative du temps de latence qui résulte du traitement des données. Donc, quand quelqu'un vous dit « Ah ben moi, l'IA, je ne pense pas que ça me regarde, j'ai rien à faire avec l'IA pour l'instant », il y a des grandes chances que cette personne se trompe. Par exemple, regardez mon téléphone. Si j'ai un téléphone, j'utilise l'IA. Par exemple, mon téléphone, il y a un assistant virtuel, il y a une vidéo dite intelligente, il y a une appli qui corrige la durée de vie de la batterie, et j'ai enfin une appli de sécurité. Je me connecte en me regardant. Donc c'est pour ça que je dis que l'IA est vraiment omniprésente, soit dans des cas domestiques, par exemple chez vous, la montre connectée, soit des appareils électroménagers chez vous, et enfin pour les entreprises aussi, par exemple l'Internet des objets connectés, et je ne vous parle même pas des villes dites intelligentes. Donc, comme je dis que l'IA est omniprésente, c'est non seulement les particuliers, mais les entreprises, parce que la plupart des entreprises non seulement utilisent l'IA, mais en plus la produisent. C'est le cas des entreprises du cercle Interrel, dont je vous propose de voir quelques exemples. Oui, parce qu'effectivement, les entreprises du cercle, à l'occasion du 4 mars dernier, donc le colloque Interrel, un certain nombre d'entre elles ont témoigné justement des usages. Alors, comme le proposait Sonia, on vous propose de les entendre à nouveau, parler d'exemples concrets d'usage d'IA dans nos entreprises. Vidéo. GE Healthcare est un leader mondial de solutions en imagerie médicale et un acteur du développement digital pour la santé depuis plus de 40 ans. À ce titre-là, nos équipes développent des solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle à destination des professionnels de santé. Par exemple, on a nos équipes de visualisation avancée qui ont développé, il y a maintenant 4 ans, une première solution permettant de détecter automatiquement les vertèbres dans la colonne vertébrale. Donc sur un examen de scanner, on développe des solutions avec les médecins afin qu'eux puissent focaliser donc leur énergie et leur temps sur l'interprétation clinique des images, là où ils ont le plus de valeur ajoutée médicale. Nous, on a commencé sur l'IA il y a à peu près une dizaine d'années avec des premiers cas d'application qui étaient sur le métier de la santé. Aujourd'hui, on est présent dans tous les métiers, tous les secteurs d'activité. C'est ça qui est vraiment super. Il y a une adoption qui est forte. On travaille sur des cas d'usage qui sont propres aux clients, comme par exemple chez Orange Bank. Vous pouvez disposer d'une IA qui s'appelle Jingo, qui va permettre aux clients que vous êtes d'accéder à un certain nombre de services, notamment de rentrer en relation avec la banque, de vous équiper en produits et services, pourquoi pas, et voire même d'automatiser des actions, parfois simples, comme bloquer votre carte. On a d'autres cas d'usage, j'en cite un autre dans la banque, au Crédit Mutuel, où là, pour le coup, on aide de conseiller en agence sur des tâches qui sont relativement à faible valeur ajoutée, comme le tri dans ses emails, et également accéder à de l'expertise très forte via un chatbot notamment. On travaille aussi sur l'automatisation de certains processus, parfois simples, comme la RH, le job matching, mais aussi sur d'autres qui sont très pointus, comme le risque et la conformité. Alors effectivement, la recherche dans le domaine du numérique, c'est un axe important au sein du CEA. Ça représente à peu près 3000 personnes et l'IA à peu près 500 personnes. Soit parce que nous utilisons l'IA comme un outil de découverte scientifique, grâce à la fouille de données massives, par exemple en astrophysique ou dans le domaine des neurosciences,
simplement parce que l'IA permet de repérer des points singuliers, des anomalies au sein de ces ensembles de données, et que c'est la base de découverte. Et à titre d'exemple, dans le domaine des neurosciences, une de nos équipes travaille sur l'identification de la signature prédictive dans la schizophrénie pour anticiper l'évolution et développer un traitement. Et sur un autre plan, justement, avec nos partenaires industriels, nous développons des applications qui répondent à leurs besoins. Et je peux citer l'exemple d'un travail qui est fait avec un grand équipementier automobile français pour lequel avec lequel nous avons développé une solution complète pour le véhicule autonome qui va du composant au logiciel et qui respecte évidemment tout l'encadrement réglementaire associé aux problématiques de véhicules. Oui, en tant que marque ingrédient, Intel développe des solutions hardware et software pour l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, pour l'inférence à l'edge, on va retrouver nos solutions, donc plutôt au bout du réseau, dans des machines-outils, des robots, des caméras ou encore des automobiles. Et ces solutions vont leur donner la capacité de voir et donc de prendre des décisions. Un autre exemple, lui, dans le domaine de la santé et de la recherche en génomique. Donc, Intel a été choisi comme partenaire pour implémenter des solutions de calcul haute performance et d'intelligence artificielle afin d'accélérer le séquençage du génome et son interprétation pour lutter contre les maladies génétiques. Alors pareil, ça fait à peu près 10 ans qu'Orange travaille sur la data, l'IA. On a près de 500 brevets déposés. Alors comme c'était évoqué, effectivement, Orange Bank, grâce à des agents conversationnels, permet de traiter les requêtes clients. C'est près de 85% des requêtes qui sont traitées grâce à des chatbots. Donc on voit à quel point c'est efficace. On a aussi de la maintenance prédictive. L'idée, c'est de détecter en anticipation les défaillances de nos équipements et pouvoir dépanner avant que les pannes interviennent. Et puis, on a aussi du diagnostic en ligne sur les connexions Internet, ce qui permet là aussi d'éviter les interventions de nos techniciens sur place. Donc, c'est 280 000 interventions éliminées grâce effectivement à de la détection de défaillance de l'accès Internet. Et puis, effectivement, dans le domaine RH, on a développé CV Catcher qui permet de faire de la préconisation d'offres d'emploi une fois que le candidat a scanné son CV et donc d'améliorer aussi le parcours candidat. Bonjour, aujourd'hui nous sommes aux prémices de l'utilisation de l'intelligence artificielle chez NGE. Nous l'utilisons sur différents axes qui sont la trésorerie, les appels d'offres et les réclamations, groupe de travail que je pilote actuellement. Je rappelle, Lenovo, ce sont des portables, des PC. C'est aussi de l'infrastructure et des téléphones portables, et ce pour tout type d'usage et d'utilisateurs, que ce soit dans le milieu professionnel ou pour des usages personnels. Dans nos portables, on va pouvoir embarquer de l'IA pour détecter la présence humaine et puis bloquer ou débloquer l'accès à son ordinateur. Et dans nos téléphones portables, l'IA permet aussi, par exemple, de capturer une photo au meilleur moment quand tous les sourires sont synchrones, sans avoir même à appuyer sur le bouton. Donc, c'est 10 ans de recherche pour nous également. Ouais. Ça a commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, nos solutions IA sont embarquées dans plus de 1 milliard d'objets. Ça varie du smartphone à la voiture connectée, au capteur. Le plus important pour nous, c'est d'augmenter la capacité humaine en rendant ces objets plus intelligents. Alors, nous apportons en particulier, nos efforts se concentrent vers une IA plus sécurisée, avec une protection de la vie privée, protection des données. Ça, c'est un point très important de notre point de vue. Schlumberger est une société de services pétroliers, on fait du forage. Donc, un des exemples de développement d'intelligence artificielle en interne est au niveau de la maintenance des têtes de forage. Et donc, une des applications IA que l'on a développées est une reconnaissance visuelle sur mobile permettant de déterminer l'état d'usure de la dent, un petit peu comme chez le dentiste. Mais on développe aussi des solutions d'intelligence artificielle liées aux ressources humaines, par exemple, comme les suggestions de formation ou des suggestions d'orientation de carrière.
Orano est un leader mondial dans tout le cycle du combustible nucléaire et nous utilisons et nous développons des outils basés sur l'IA. En fait, chez Orano, nous avons beaucoup de données qui sont collectées dans nos usines. Donc, on voulait valoriser avec des modèles prédictifs qui peuvent nous donner des réponses en temps réel pour avoir des bons résultats. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'avoir une meilleure performance, mais aussi d'avoir des outils qui peuvent nous aider, pour prendre des décisions pour nos managers, mais aussi pour nos opérateurs et opératrices directement sur site. Je suis Éric Marcadet, directeur du SAP Labs Paris. SAP Labs Paris est un des 20 laboratoires dans lesquels SAP développe ces logiciels. Comme vous le savez, la notion de Intelligent Enterprise est quelque chose qui est au centre de la stratégie de SAP. Et évidemment, quand on parle de Intelligent Enterprise, on parle forcément d'intelligence artificielle, de machine learning et de tout ce genre de technologies avancées. Donc je pourrais citer quelques exemples, puisque en fait, dans ce qu'on appelle l'Intelligence Suite de SAP, il y a évidemment des solutions pour les ressources humaines. Et bien c'est là effectivement où les notions de genre sont très très importantes et les notions de détection de biais sont très très importantes. Et encore une fois, ça c'est pour tous nos clients. On pourrait aussi citer les exemples de l'analytique, dans lequel au jour d'aujourd'hui on est capable de faire des rapports, des dashboards, des visualisations des données. Et il est très très important, par exemple, quand à l'intérieur de ces données, il y a des notions de genre, de pouvoir détecter éventuellement des biais. Et concernant la recherche, Sonia? C'est vrai, Marine. L'intelligence artificielle, c'est un endroit de recherche qui a cru de façon exponentielle, que ce soit pour les cas d'usage ou que ce soit pour les techniques. Pour les techniques, par exemple, comment on peut utiliser des données non étiquetées. Ensuite, comment on peut rendre les champs neuronaux plus efficaces. Comment peut-on avoir une IA plus fiable, plus robuste et plus, je dirais, de confiance et aussi non discriminante. Les cas d'usage, d'abord il y a le téléphone dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous avez aussi des véhicules autonomes, vous avez aussi par exemple l'imagerie médicale où l'IA peut être beaucoup plus efficace qu'un praticien pour lire des résultats. Vous avez aussi dans le domaine de la banque un verdict pour accorder un prêt ou non à une personne qui le demande. Donc tout ça pour dire que l'IA elle est fiable et elle est rapide. Mais la question qu'on se pose donc, est-ce qu'elle est juste? Parce qu'effectivement, dès qu'on parle des progrès de l'IA, forcément, on est forcé d'avoir des considérations éthiques. Quand je parle d'éthique, je veux dire toutes les règles de conduite qui régissent un domaine, une activité qui a un impact sociétal. Et pourquoi je parle de l'éthique? Parce que ce qui nous semble aujourd'hui évident et juste, ça n'a pas toujours été. Ça dépend beaucoup de la période à laquelle on se trouve ou même de l'endroit où on se trouve. Par exemple, puisqu'on est dans le cas du cercle Interrel, parler des droits des femmes. Dans le droit des femmes jusqu'au 19e siècle, voire la moitié du 20e siècle en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'au 21 avril 1944 et non plus étaient encore moins éligibles à des postes d'élus. Eh bien, pour ce point particulier, depuis 1979, il y a la Convention des Nations Unies contre la discrimination faite aux femmes, qui au moins a le mérite d'imposer un cadre uniforme auquel tout le monde puisse se référer. Donc quand on dit qu'il n'est plus acceptable et plus accepté aujourd'hui des discriminations ou des traitements différents entre les femmes et les hommes, on pourrait se dire que finalement, alors c'est aussi le cas au niveau de l'IA. Sandrine Borton? Tu as raison en théorie, Marine, mais dans la réalité, de nombreux systèmes d'IA sont encore sexistes et discriminatoires. Par exemple, en 2015, Amazon a lancé une expérimentation sur le triage automatique et le filtre automatique des CV
pour faciliter le recrutement. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les candidatures des hommes étaient favorisées lorsqu'il s'agissait de postes dans la technologie ou la science. En fait, ces biais sont principalement dus à l'utilisation de données historiques dans l'entraînement des algorithmes. En effet, les corpus de connaissances disponibles aujourd'hui sont le reflet de notre histoire, où l'égalité entre les hommes et les femmes n'a pas toujours été respectée, on peut dire. Or, comme Suzy vous l'a précédemment expliqué, l'apprentissage automatique, le machine learning, est un set de techniques et d'outils d'intelligence artificielle qui cherchent à détecter et à repérer des motifs dans un corpus de connaissances. Ces techniques ont donc tendance à répéter, voire à amplifier les biais présents dans les données historiques utilisées pour les entraîner. Vu que les profils masculins étaient surreprésentés dans les effectifs d'Amazon, les modèles d'apprentissage automatique entraînés sur les données historiques défavorisaient les CV dans lesquels apparaissaient les mots « femmes » ou des candidates ayant étudié dans des universités américaines féminines, comme il en existe là-bas. Les biais de l'intelligence artificielle, notamment sur la question du genre, sont donc particulièrement alarmants. D'abord parce qu'ils s'opposent à l'apport très bénéfique à de nombreux domaines tels que la recherche, la science, la santé, on en a parlé tout à l'heure aussi déjà, le transport ou l'énergie, mais aussi parce qu'ils sont difficiles à détecter, que ce soit dans les données historiques elles-mêmes utilisées pour les entraîner, ou ensuite dans les résultats des modèles prédictifs qu'ils sont difficilement explicables. Oui, merci Sandrine. Et je crois d'ailleurs, bon, tu cites l'exemple effectivement d'Amazon, mais je crois qu'hélas, ce n'est pas le seul exemple. Hélène Quillot qui est avec nous en duplex. Alors très récemment, fin 2019, il y a une enquête qui a été initiée aux États-Unis sur la carte de crédit d'Apple, suite à la plainte d'un utilisateur qui s'était rendu compte que le seuil de crédit autorisé pour lui était 20 fois supérieur au seuil autorisé pour sa femme, alors qu'il faisait foyer fiscal commun. Et en plus que son historique de remboursement de crédit à lui, le credit score, était plus mauvais que celui de sa femme. Donc non seulement le fonctionnement, il est injuste, donc ça a agacé beaucoup, mais ce qui a énervé encore plus, c'est que le service client a relevé le seuil de crédit des plaignantes, donc résolvant ponctuellement le problème pour ces personnes en particulier, mais sans remonter à la source, c'est-à-dire sans questionner l'algorithme général utilisé par tous les clients de cette carte de crédit pour résoudre ou adresser le problème une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, même le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, dont l'épouse était concernée, en a appelé au gouvernement du pays pour questionner en fait ces algorithmes qui ont une influence importante sur la vie des gens et qui fonctionnent en boîte noire. Parce que cette opacité risque de générer une défiance du public sur les résultats obtenus. D'ailleurs, pour encadrer ces nouveaux systèmes, l'Union européenne est très en pointe. Dès 2015, dans son règlement pour la protection des données personnelles, le RGPD, dans l'article 13, est spécifié que les entreprises doivent fournir des informations significatives sur la logique utilisée par ces systèmes. Merci Hélène. Alors, j'entends cette première étape franchie, mais j'imagine qu'on ne va pas en rester là. Myriam ? Non, Marine. La communauté scientifique cherche aujourd'hui à identifier les sources de biais éventuels dans les jeux de données d'apprentissage et à définir les bonnes pratiques pour s'assurer notamment d'avoir un équilibre de genre dans ces jeux d'apprentissage ou pour neutraliser les générateurs de ces biais. Alors la communauté de recherche s'est aussi attelée à développer des modèles d'interprétabilité des algorithmes développés afin de comprendre les raisons qui sous-tendent les décisions des modèles proposés. Alors, outre ces aspects techniques, il est important, pour contrer les biais de genre, de prendre en considération les facteurs humains et de s'assurer alors que les équipes de projets IA soient diverses. Par ailleurs, une réglementation est en train de se mettre en place, notamment au niveau de l'Union européenne, avec un niveau de contrôle qui s'adapte au niveau de risque de chaque application d'IA.
Et pour se conformer aux aspects réglementaires et garantir la création et l'utilisation d'applications d'IA responsables et non sexistes, une gouvernance doit être mise en place pour chaque entreprise. Et c'est l'objet de notre pacte Marine et son aspect pratique pour réaliser cet objectif. Tout à fait. Merci Myriam et merci à toutes pour vos témoignages. Alors, avant d'en venir particulièrement au pacte, qui effectivement est le sujet, un sujet important pour nous, peut-être parlons du cercle Interrel, parce que depuis le début de cet événement, on vous parle du cercle Interrel, mais vous avez peut-être pas une idée claire de quoi il s'agit. Alors, pour vous l'expliquer, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Florence Gury, vice-présidente du cercle Interrel. Bonjour Florence, ravie de t'avoir avec nous. Comment décrirais-tu le cercle Interrel ? Tout d'abord, le cercle Interrel, c'est une association. Elle s'est formée en association il y a quelque temps et réunit 15 entreprises qui chacune a un réseau qui mène des actions en faveur de la mixité en entreprise. Et comment s'illustrent ces actions ? Alors, historiquement, les actions, elles s'illustrent autour d'un forum ou d'un colloque qui a lieu autour du 8 mars, qui va restituer les résultats de travaux qui ont été conduits par une trentaine de personnes des entreprises membres du cercle. Et la spécificité, c'est qu'elle cherche à être très spécifique, concrète, innovante si possible, pour qu'elle soit applicable dans les entreprises, toujours en faveur de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et donc je comprends bien le mécanisme de ce moment fort en fait annuel qui est le colloque. Le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe ? Alors le reste de l'année, comme je vous le disais, l'idée c'est aussi d'essaimer. Donc nous créons des partenariats, nous avons des partenariats forts avec femmes ingénieurs, puisque, vous le savez certainement, dans les entreprises technologiques, on a un enjeu de pouvoir attirer les jeunes filles dans des métiers technologiques et dans nos entreprises. Ensuite, nous avons un partenariat avec Sexisme pas notre genre, puisque le cœur des activités et des réflexions que nous menons tourne autour des stéréotypes. Ils sont tenaces et très régulièrement, ils sont sur le chemin pour que les jeunes filles viennent dans les études scientifiques et pour que nos femmes dans les entreprises osent briguer des postes à responsabilité. Alors, comme tu le dis, Florence, le cercle se saisit de grands sujets de société qui impactent les femmes. Et c'est finalement ce que nous avons fait avec l'intelligence artificielle. À ce titre, j'aimerais passer la parole à Sylviane Bordas, qui est en duplex avec nous. Sylviane, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le groupe Fameia du cercle Interrel qui traite ce sujet important pour notre société ? Nous sommes tous concernés et c'est d'ailleurs pour cela que le cercle Interrel s'est emparé du sujet. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 personnes dans l'équipe. C'est une équipe ouverte avec un noyau de plus anciens qui travaille dans le groupe depuis presque 3 ans. Une équipe de membres passionnés avec des représentants de toutes les entreprises du cercle, avec des profils, des champs de compétences variés de différents domaines, une majorité spécialisée en intelligence artificielle, mais aussi des profils recherche et développement, finance, vente, supply chain, ressources humaines. Un groupe vivant qui se réinvente à chaque nouvelle adhésion et qui travaille de façon active et régulière. Travail que nous menons en y associant un large réseau de partenaires impliqués sur le sujet. Oui, et d'ailleurs, Sylvain, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le laboratoire de l'égalité et Impact AI un peu plus tard au cours de l'événement. En effet, Marine, notre équipe Fameia a d'ailleurs un peu dérogé aux règles du cercle Interrel où normalement les sujets et les groupes se renouvellent chaque année. Nous avons fait de ce groupe un groupe pérenne avec la volonté de mener une réflexion de fond et d'arriver à de vraies propositions. Vous avez entendu précédemment des membres du groupe parler des usages d'intelligence artificielle dans nos entreprises. Cela illustre tout à fait la réalité de nos entreprises, entreprises du secteur technologique, qui pour la plupart utilisent et souvent utilisent et produisent des solutions fondées sur l'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire prendre conscience et traiter les biais de genre en IA, en agissant avec notre ADN, notre expertise sur le sujet de la diversité de genre en entreprise. Merci Sylviane. À ce sujet, Asia Mouloudi et Laure Lebars, pouvez-vous nous en dire davantage du coup sur le contenu détaillé de ce fameux pacte ? Avec joie, Marine. Alors, le pacte, c'est un ensemble de définitions, de principes et d'outils
qu'on a mis en place au sein du Cercle Interrel pour aider les entreprises à implémenter cette IA responsable et non sexiste. Donc, le pacte se fonde sur 4 piliers. Le premier, c'est les entreprises s'engagent en signant une charte de 7 principes fondamentaux qui vont aider son organisation à implémenter cette IA responsable. À partir de ce moment-là, l'entreprise a accès à un outil d'auto-évaluation qui a été créé par le groupe de travail pour connaître son niveau de maturité sur l'implémentation de l'IA. Le troisième pilier, c'est d'agir. Et le groupe de travail a mis en place une boîte à outils qui est régulièrement enrichie des retours d'expérience de nos entreprises, mais aussi de notre écosystème, pour aider les entreprises dans leur démarche d'IA responsable. Enfin, le quatrième pilier, c'est de conduire les entreprises vers l'exemplarité en trouvant un consensus autour d'un label sur l'IA responsable. Donc, le premier pilier fondateur, c'est cette charte que signent les entreprises au plus haut niveau de 7 principes fondamentaux pour lesquels on croit, une fois qu'ils sont implémentés, met les entreprises sur les bons rails de l'implémentation d'une IA responsable et non sexiste. Le premier de ces piliers, c'est la mise en place d'un comité éthique qui reporte au plus haut dans l'entreprise, au comité de direction, qui permet d'avoir une instance qui a un regard sur l'implémentation et l'utilisation des solutions d'IA dans l'entreprise. Dans l'aspect pratique de notre pacte, nous avons voulu introduire la fiche de mission dans la boîte à outils, de façon à ce que toute entreprise qui signe le pacte ait déjà accès au cadre de travail de ce comité IA. Alors, ensuite, le deuxième principe, c'est que l'entreprise veille à la conformité dès la conception et bien sûr tout au long de l'utilisation des solutions IA. Toutes les équipes impliquées doivent veiller à intégrer tous ces principes de non-discrimination de genre. Et bien sûr, d'autre part, le comité IA dont on a parlé s'assure de la conformité en cohérence avec la législation systématiquement. Ou dans l'autre sens, un volet IA et biais de genre doit être intégré dans les valeurs, dans les accords et principes et procédures de l'entreprise. Troisième point, tout ce qui concerne, là on rentre dans le technique, il y a bien sûr toute la vigilance commence sur les biais de genre, commence sur les données. Ça c'est vraiment le troisième aspect. Donc là, tous les experts métiers, tous les développeurs procéderont à une analyse, une exploration préalable des données, des jeux de données qui vont utiliser, s'assurer qu'il n'y a pas déjà des biais, des déséquilibres dans ce jeu de données, et éventuellement, si nécessaire, corriger ou supprimer les données qui pourraient poser problème. Et quatrième point, les algorithmes, bien sûr, puisque là on parle de tout ça, et comme l'avait expliqué Sandrine auparavant, la plupart des procédures IA fonctionnent un peu comme des boîtes noires. Donc c'est très difficile de retracer un peu le raisonnement qui a amené au résultat. Donc il faut faire une analyse du modèle, une analyse de l'algorithme, pour essayer de comprendre, pour s'assurer déjà, et essayer de comprendre s'il y a un biais qui est créé, d'où ça vient et comment le corriger. Donc là, il y a un certain nombre d'outils diagnostiques qui existent. Et là, même chose, on en fournit certaines références dans la boîte à outils. Et donc, bien sûr, tous les résultats doivent être revus, documentés, etc. par le comité IA, par l'entreprise productrice. Et de la même manière, l'entreprise utilisatrice doit demander, avoir une garantie de l'entreprise productrice que ce qu'elle utilise ne crée pas des discriminations de genre. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ensuite, cinquième point, il y a tout ce qui est évaluation et point de contrôle. Là, on en a un petit peu parlé, mais donc tout au long, il faut qu'il y ait des procédures qui soient mises en place pour avoir tous ces points de contrôle de tous les moments, que ce soit dans le développement, la production de solutions d'IA ou à l'utilisation, et donc s'assurer de la conformité toujours en se référant aux procédures existantes, au comité IA, etc.
Alors, les entreprises sont des organisations humaines. Et nous croyons que le changement vient aussi des humains dans l'entreprise. Les 2 derniers piliers de la charte sont vraiment liés aux ressources humaines et à l'implication de toute l'entreprise pour éviter les biais engendrés qui peuvent être engendrés par l'IA. Le 6e point traite en particulier des équipes IA elles-mêmes. La mixité et la diversité de ces équipes doivent être fortement encouragées et les entreprises signataires du pacte s'engagent à ce que les responsables des équipes IA aient des objectifs de mixité, non seulement de mixité de genre, mais aussi de pluridisciplinaire, afin de garantir que l'échange des idées œuvre à la non-discrimination. Et comme le soulignait Florence un peu plus tôt, c'est aussi très probablement l'occasion pour beaucoup de femmes d'intégrer le domaine de l'IA, cette pluridisciplinarité des équipes. Donc, afin d'augmenter la proportion de femmes dans les équipes IA, l'entreprise se doit de développer des programmes d'intégration de différents métiers dans les équipes techniques. Enfin, le 7e pilier, le 7e principe de la charte implique l'ensemble de l'entreprise dans la lutte contre les discriminations. L'entreprise s'engage donc à avoir des programmes internes, des catalogues de formation pour sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à la lutte contre les biais, non seulement à l'intérieur de l'entreprise par des formations internes, mais aussi l'ensemble de son écosystème, les entreprises, leurs clients, jusqu'à l'éducation, jusqu'au système éducatif dans son environnement. La lutte contre les biais de l'IA doit être le sujet de tous et la charte aide les entreprises à être des acteurs actifs pour lutter contre ces discriminations. Donc après, comme tu le disais en préambule, après la signature de cette charte, c'est donc une grille d'auto-évaluation qui est mise à disposition et puis des outils qui permettent aux entreprises d'agir en fait là où elles ont besoin de gagner en maturité. Et alors justement, au sujet de la charte et de cette démarche du pacte qui est proposée dans le pacte Famille-IA, nous avions eu l'occasion d'échanger avec Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances, donc à l'occasion du colloque Interrel de mars dernier. À cette occasion, Catherine Adouce, je lui avais posé la question suivante: que pensez-vous de cette démarche et en quoi elle peut aider pour faire en sorte que l'IA ne propose pas une version misogyne de la société? Et je vous propose d'écouter un extrait de sa réponse. C'est une démarche que Cédric O, notre ministre au numérique, et moi, nous soutenons ardemment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on tend à blâmer beaucoup la tech et se plaindre des réseaux sociaux, se plaindre. Et j'aime à rappeler que ces outils sont des outils, rien d'autre que des outils. Et que ce sont les êtres humains qui font vivre ces outils. Et si nous n'avons pas davantage de jeunes filles qui s'intéressent à ces métiers-là, et j'en profite juste pour rappeler, je sais que beaucoup des personnes qui nous écoutent le savent, mais je veux le rappeler, les femmes ont de tout temps été dans la tech. Elles ont été même pionnières en la matière. Bien sûr. Ada Lovelace, Heidi Lamar, ce sont des femmes qu'on n'attendait pas dans la tech. Et elles ont révolutionné ce secteur. Et les hommes, lorsqu'ils ont vu que ça fonctionnait bien, se le sont appropriés. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes sont capables d'apporter leur savoir-faire dans la tech. Et encore une fois, parce que l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies, fait déjà partie de nos vies, et ça va aller en se développant encore, et ce sont donc les métiers de demain, hein, je pense qu'on peut humblement dire que tous les métiers demain contiendront du numérique. Donc, si c'est là que l'avenir est, il faut impérativement que nous encouragions les jeunes filles à se former. Nous venons d'entendre le soutien d'Elisabeth Moreno et on peut dire que cette démarche séduit aussi les entreprises puisqu'en fait plusieurs d'entre elles ont d'ores et déjà signifié leur engagement en signant la charte. Muriel Garde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet ?
Bien sûr, Marine. La charte a été proposée depuis mars aux entreprises du Cercle et à ce jour, nous avons recueilli 8 entreprises signataires, Engie Labcrigen, GE Healthcare, IBM, Lenovo, NGE, Qualcomm, SAP et Schlumberger. À travers ces 8 entreprises, ce sont 24 dirigeants et dirigeantes qui ont apposé leur nom et montré leur adhésion au principe de notre charte, la charte que Asia et Laure ont développée il y a quelques minutes. Ce qui est intéressant et qui montre la transversalité de notre approche, c'est que ce sont les profils très différents des signataires, que ce soit au niveau géographique, nous avons des signatures françaises, européennes, mondiales, que ce soit aussi au niveau de leur rôle, responsabilité dans les entreprises, avec des signatures de directeurs, directrices de lab, de présidents, présidentes d'entreprise, de directeurs et directrices financières, de ressources humaines, de relations publiques et bien évidemment des responsables de diversité. Et si tu me permets, Marine, j'aimerais au nom de toute l'équipe les remercier chaleureusement de leur soutien. Oui, d'ailleurs, un grand merci effectivement à elle. Et après, Muriel, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, nous travaillons à obtenir l'engagement des autres entreprises du Cercle, tout d'abord. Et ensuite, aujourd'hui, à travers cette présentation, notre objectif est de proposer et de diffuser ce pacte au-delà des frontières du Cercle Interrel. Ça permettra à toute entreprise ou organisation d'utiliser les outils que nous avons mis en place. D'ailleurs, nous avons reçu déjà certaines sollicitations. Ça confirme la pertinence de notre approche. Merci beaucoup Muriel. Je voudrais maintenant passer la parole à nos dirigeants qui peuvent expliquer mieux que personne pourquoi ce sujet les concerne, pourquoi ils ont décidé de signer la charte. Et tout d'abord, je voudrais m'adresser à vous, Adeline Duterre, en duplex. Bonjour Adeline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice Engie Labcrigen, centre corporate de R&D d'Engie consacré au gaz vert, et vous êtes signataire de la charte Familla au nom de Engie. Pouvez-vous nous expliquer la place qu'occupe aujourd'hui l'IA chez Engie et nous dire aussi pourquoi il est important pour Engie de s'engager pour une IA responsable et non sexiste? Bonjour Marine, bonjour à tous. L'intelligence artificielle occupe une place croissante chez Engie. C'est un élément essentiel de la transition énergétique. Les agents intelligents sont amenés à prendre des décisions sur de nombreux processus de la chaîne de valeur énergétique, que ce soit la maintenance préventive, des actifs renouvelables ou bien la gestion intermittente de l'énergie. Et ces décisions, eh bien, elles peuvent influencer la manière dont l'énergie est produite et distribuée auprès des consommateurs. Et donc, il est nécessaire que ces outils intelligents de décision donnent confiance dans la manière dont ils sont construits et dans les données utilisées pour les développer. La conception de ces algorithmes passe par la mobilisation d'équipes mixtes, et notre lab d'intelligence artificielle compte déjà 40% de femmes, qui représentent une diversité de perceptions et de méthodologies pour tenter de réduire des biais qui pourraient être injustes. Ce positionnement se construit par une attention continue sur les différentes étapes du processus de création de ces agents intelligents, la transparence, la responsabilité, la diversité, la non-discrimination. Et c'est sur cette voie que s'est engagé le centre de recherche. Et la charte Interrel est pour nous un jalon important pour renforcer cette démarche. Et pourquoi c'est important pour vous à titre personnel? En tant que directrice d'un centre de recherche, c'est important à 2 titres. D'abord, parce que je suis convaincue que la créativité d'une équipe et donc sa capacité d'innovation repose sur l'équilibre de la diversité. Ensuite, parce que nous constatons que nos efforts pour tendre vers cet équilibre se heurtent à des difficultés de recrutement. Peu de femmes, finalement, candidatent sur des postes de recherche et développement, et les femmes en Europe, elles représentent moins de 30% des effectifs des chercheurs. Donc tout ce qui pourra pousser les jeunes femmes à s'orienter vers ce type de carrière me semble aller dans le bon sens. Oui, effectivement. Et pour vous, quel est l'apport d'Interrel ? La force de la coalition Interrel permet de partager des objectifs communs, comme accroître la mixité et favoriser l'accès des femmes à des postes de responsabilité. C'est particulièrement important pour Engie, qui s'est donné un objectif qu'on appelle l'objectif 50-50 à l'horizon 2030. Notre centre de recherche et développement compte déjà 37% de femmes, ce qui est supérieur à la moyenne, mais il nous faut encore aller au-delà. Merci beaucoup Adeline. Comme vous le dites, je crois que
le partage des objectifs communs, c'est le terme que vous avez employé, c'est une force effectivement pour les entreprises et nous y reviendrons juste après. Mais je me tourne à présent vers vous, Orso Vesperini, également en duplex. Bonjour Orso, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général délégué de NGE, qui opère dans le secteur du BTP et qui est membre du Cercle Interrel depuis seulement quelques années. Pour autant, vous êtes l'une des premières entreprises signataires de la Charte Familia et je dois le dire, avec un nombre de signatures important, traduisant, je pense, un engagement unanime et très fort en fait de la part de la direction de NGE. Alors j'aimerais vous poser les mêmes questions qu'à Adeline Duterque. Pourquoi il est important pour NGE de s'engager sur ce sujet ? L'important pour construire quelque chose de durable, c'est d'avoir des bonnes fondations. Et donc même si on est très en amont, puisque l'IA vient seulement de rentrer dans notre groupe, dans notre entreprise, NGE, elle existe déjà. Et on sait que si on n'agit pas maintenant, on prend le risque de mal commencer la construction de l'avenir avec l'IA, puis qui va être de plus en plus présente. Aujourd'hui, on a 4 IA quand même qui sont en cours, 4 projets utilisant l'intelligence artificielle qui sont en cours dans l'entreprise, donc il était temps de se poser ce type de questions et de prendre des engagements forts. Vous l'avez dit, une grande partie du COMEX du groupe a déjà signé la charte et la totalité le fera le 2 juin. Et pour vous, quelle est la valeur ajoutée du pacte Familia ? D'abord, avant tout, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est-à-dire qu'on a besoin de totems dans l'entreprise pour montrer les valeurs. Donc aujourd'hui, on a des valeurs d'ambition, de transparence, mais on a besoin également de valeurs 2.0, puisque l'avenir va intégrer énormément de digital et donc à terme énormément d'IA. Et on a besoin de ce symbole et d'un mode d'emploi. Et il se trouve que là, on nous transmet aussi un mode d'emploi pour partir sur de bonnes bases non sexistes et penser que c'est un sujet qu'il faut traiter dès la racine, dès les fondations, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Orso. J'aime bien le terme que vous avez employé, mode d'emploi. Je crois qu'il traduit assez bien l'esprit de la démarche qu'on a voulu proposer aux entreprises. Donc, je vous remercie pour cette intervention. J'aimerais maintenant partager avec vous le témoignage que nous a fait parvenir Éric Mercadet, qui est directeur du SAP Labs Paris. Pour nous, il est très très important, à la fois en tant que producteur de systèmes qui intègrent donc du machine learning et de l'intelligence artificielle, d'être sûr que nous avons les équipes idoines qui sont représentatives, on va dire, de la population. Mais aussi, en fait, notre rôle, il va un petit peu au-delà, puisque nous fournissons des technologies qui vont être utilisées par nos clients. Comme vous le savez, on fait du logiciel d'entreprise, donc tous nos clients sont des grandes et des moyennes entreprises, vont utiliser ces technologies au jour le jour dans leur processus métier. Donc il est très très important d'être sûr que ces notions d'éthique sont tout à fait au cœur de développement, puisque c'est encore une fois pas simplement pour nous, mais pour tous ceux à qui on va fournir ces technologies. Donc encore une fois, pour nous, c'est non seulement important en tant que, on va dire, utilisateur de ces technologies, mais notre rôle de multiplieur est encore plus important et c'est pour ça que nous sommes particulièrement fiers de suivre ce mouvement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, je dis que c'est SAP France qui signe ce pacte, mais bien évidemment, nous allons essayer de promouvoir ce pacte à l'intérieur de SAP globalement. Encore merci Éric pour ce témoignage et pour votre soutien depuis le début. Je voudrais maintenant passer la parole à Alexandra Ruiz, Executive Partner Watson Cognitive Solutions chez IBM. Bonjour Alexandra et merci d'être avec nous aujourd'hui, de témoigner de votre soutien. Une nouvelle fois, j'allais dire, parce que vous nous avez déjà fait l'honneur de votre présence lors du colloque Interrel en mars dernier. Bonjour Marine, je suis ravie de témoigner à nouveau aujourd'hui et surtout fière qu'IBM France, au travers de sa présidente Béatrice Kosowski, ait signé le pacte Femmes et IA pour une IA responsable et inclusive. Cette signature s'inscrit dans l'action d'Arvind Krishna, notre président, dans la Global AI Action Alliance, où IBM contribue pour faire avancer les travaux sur l'IA et aussi rendre plus responsable la société. Alors, pour cela, nous nous assurons que les personnes qui entraînent l'IA soient le plus divers possible.
en genre, femmes et hommes, mais aussi la diversité culturelle et ethnique. Ces personnes doivent être le reflet de notre société. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui dans nos équipes de jeunes talents sur l'IA la parité hommes-femmes. Pour nous, ce pacte est important car c'est une démarche volontaire et engagée permettant à chaque entreprise de s'auto-évaluer et surtout de continuer à progresser pour préparer le monde de demain avec les nouvelles technologies. Nous sommes convaincus que fort de notre expérience significative sur l'IA et la diversité, nous pouvons contribuer fortement à ce pacte, notamment sur les sujets de sensibilisation, de formation et de responsabilité. Cet engagement est véritablement un moyen de contribuer au développement d'une société de confiance, plus ouverte, plus juste et plus égalitaire. Merci Alexandra pour ce témoignage. Je crois qu'il traduit un engagement clair et affirmé. Merci beaucoup. Et merci à tous nos dirigeants pour ces témoignages. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le pilier 2 et 3 du pacte. Donc je rappelle, pilier 2, c'est la grille d'évaluation et le pilier 3, c'est la grille la boîte à outils. Et je voudrais le faire avec Théa Roukavina. Merci beaucoup Théa de m'avoir rejoint sur le plateau. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci Marine pour cette introduction. Donc pour concrétiser cette mise en œuvre de la démarche, nous avons développé des outils pour aider les entreprises à progresser en ce qui concerne l'IA et l'éthique. Donc après la signature du pacte, premièrement, on met à disposition des entreprises une grille d'évaluation pour évaluer la maturité des entreprises, mais aussi pour avoir des conseils sur comment progresser. Après ça, on passe à l'action avec notre boîte à outils qui contient des outils qui sont développés par notre groupe Femmes et IA. Et par exemple, il y a la fiche de poste de référent IA ou les missions du comité IA. Nous nous référons aussi à des outils qui sont développés par nos partenaires ou qui sont disponibles en libre accès, qui peuvent aider à identifier les biais de genre dans les algorithmes. Et en fait, notre idée, c'était de regrouper tout ça dans un même endroit pour faciliter la mise en œuvre et pour aider les entreprises à l'utiliser vraiment dans la démarche. Et c'est pourquoi nous avons créé une plateforme collaborative. Tu peux nous en faire une démonstration ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par vous montrer la plateforme qui est sécurisée et chaque personne désignée par l'entreprise pourra y accéder avec un login et mot de passe. La plateforme, comme vous pouvez voir ici, est bilingue et on peut y retrouver l'explication de notre démarche qui est fondée sur 4 piliers mentionnés par Asia et Laure. Et vous pouvez voir ici la version en anglais et en français. Aussi, vous pouvez retrouver la version du pacte en anglais et en français et aussi les chartes signées par les dirigeants des entreprises qui ont donné leur soutien à notre initiative. Ensuite, dans la partie boîte à outils, on a la liste de tous les outils divisés par chapitre qui suivent les 7 principes fondamentaux du pacte. Chacun pourra télécharger et utiliser ces outils de son côté dans son entreprise. Également, il est possible de partager les bonnes pratiques avec les autres utilisateurs de la plateforme en proposant des outils qui sont soit développés, soit utilisés dans l'entreprise. Nous allons de notre côté évaluer chaque outil et s'il est conforme aux attentes, l'ajouter dans la boîte qui de cette façon va être constamment enrichi. En ce qui concerne la grille d'évaluation, voici un exemple des résultats issus d'une analyse. On a développé en parallèle la version Excel de la grille et un site web dédié que vous pouvez voir juste ici. Les entreprises pourront l'utiliser pour évaluer leur niveau de maturité. Et en fait, il existe 2 types d'évaluation. Il y a une évaluation entreprise en général et en fait, chaque entreprise peut choisir si elle est productrice, utilisatrice des solutions IA ou les 2. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs catégories de questions et chaque entreprise choisit le jalon qui correspond le mieux à sa situation actuelle. Voilà, vous pouvez voir ici aussi que les résultats sont montrés dans un graphique où on peut voir les points forts de l'entreprise, mais aussi comment s'améliorer sur certains points. On passe maintenant à l'évaluation projet, qui a aussi des catégories différentes de questions et aussi le graphique accompagnant.
Bien sûr, il y a un point important qui est d'avoir ce suivi dans le temps, où il y a plusieurs dates et on peut vraiment avoir l'évolution de la maturité de l'entreprise sur cette graphique pour améliorer des choses. Après, chaque entreprise pourra décider de son côté si partager les résultats ou pas, mais aussi échanger sur les bonnes pratiques, comme vous pouvez voir ici sur le forum, mais aussi partager sur des événements intéressants au sujet de l'IA qui pourraient intéresser les autres utilisateurs. Et pour conclure, notre idée a été de créer un espace de partage évolutif pour avoir tous les outils du pacte au même endroit et pour inciter les échanges pour faire évoluer la démarche et aller ensemble vers une IA responsable et non sexiste. Merci beaucoup, Théa. J'espère que cette démonstration vous a permis d'illustrer le côté très pratico-pratique de la démarche qui est proposée par le Cercle Interrel, qui, encore une fois, est là pour accompagner les entreprises dans leur action. Alors, comme l'a dit Théa, cette boîte à outils, elle a vocation à s'enrichir de manière perpétuelle, que ce soit à travers les bonnes pratiques de nos entreprises, mais aussi donc les outils que le Cercle crée, et enfin par les apports de nos partenaires. Car, comme on l'a dit précédemment, au-delà de la mise à disposition du pacte, le Cercle Interrel travaille de concert avec d'autres acteurs qui œuvrent dans le même objectif que Interrel. Et en fait, le but étant d'amplifier l'impact de notre message et notre contribution pour la société. Sylviane l'a mentionné précédemment, et donc à ce titre, nous avions envie de donner la parole à certains d'entre eux, en commençant par Impact AI, et puis ensuite le laboratoire de l'égalité. Bonjour Agnès Vandeval, en tant que directrice de la division partenaires et start-up de Microsoft France et présidente du Think et Do Tank Impact AI, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est justement Impact AI et son champ d'action ? Oui, bien sûr, Marine. Bonjour et merci encore pour ton invitation pour cet événement. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Impact AI est un collectif, un Think and Do Tank, qui a été créé donc en 2018 avec l'idée réelle de pouvoir mettre en avant en fait tous les sujets qui portent sur l'intelligence artificielle et l'action vraiment d'un AI responsable pour les entreprises. Donc, il y a une grande diversité de membres au sein d'Impact AI. Il y a à la fois des grandes entreprises, des startups, des associations, des écoles et des experts. Tous ces membres, en fait, participent à des missions de recherche avec une production de rapports et d'études, mais aussi des actions d'accompagnement autour notamment de la thématique AI for Good et de sensibilisation, puisque nous avons chaque année un baromètre que nous publions avec notre partenaire Ipsos pour renseigner en fait le changement d'état d'esprit des Français envers l'intelligence artificielle. Nous avons aussi de grands événements comme Explore IA avec des thématiques qui se retrouvent mois après mois et puis surtout 3 axes de travail autour de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Alors, nous intégrons la question du genre dans notre groupe de travail cette année en collaboration avec le Cercle Interrel, d'où ma présence aujourd'hui. Alors c'est vrai que le Cercle Interrel et Impact AI ont commencé à échanger, je dirais, en 2018 et d'ailleurs Interrel a rejoint l'association en 2019. Comment définirais-tu la complémentarité de nos actions et quel est l'intérêt de travailler de manière coordonnée ? Alors, tout à fait, Marine. Nos 2 associations s'adressent particulièrement aux entreprises pour qu'elles trouvent les clés dans leur développement et leur usage de l'IA. Donc, côté Impact AI, nous traitons, comme je l'ai dit auparavant, du sujet éthique et responsabilité dans son ensemble, alors que de votre côté, Cercle Interrel, vous privilégiez fortement une action ciblée sur les biais de genre. Et c'est là que vient toute notre complémentarité. Donc, on souhaite réellement enrichir et poursuivre le travail qui est mené par le Cercle Interrel en apportant notre propre expertise et nos propres ressources sur ce thème. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'actions communes. À titre d'exemple, le contenu de nos événements Explore IA se retrouvera très bientôt au sein de la boîte à outils Interrel. Et puis aussi, pour terminer, beaucoup de nos membres sont déjà très engagés sur le sujet. Des grandes entreprises comme Intel, AXA, Capgemini, Microsoft, mais aussi des écoles comme Simplon ou Epita sont fortement engagées aux côtés d'Interrel et d'Impact AI sur ces sujets de diversité et d'intelligence artificielle.
Merci beaucoup Agnès. Nous sommes également du coup ravis d'avoir avec nous en plateau Hélène Dex-Van Ruys, copilote du groupe de travail Les Familias pour le laboratoire de l'égalité. Bonjour Hélène. Peux-tu nous parler du laboratoire de l'égalité d'abord et puis plus particulièrement de son action autour de l'IA? Alors avec plaisir, merci de nous avoir sollicité sur ce plateau. Donc le laboratoire de l'égalité devait alerter depuis 2017 sur l'IA et plus particulièrement les biais, la discrimination sexiste des biais, enfin des algorithmes, pardon. Et nous avons lancé l'année dernière, en mai 2020, le pacte pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Alors pourquoi ce pacte? Simplement pour plusieurs raisons bien évidemment, mais pour éviter de reproduire les biais sexistes, les biais, les discriminations entre les hommes et les femmes, et surtout pour interpeller les différents acteurs de l'IA, alors que ce soit donc toutes les parties prenantes, pas simplement que les entreprises, mais bien évidemment l'éducation, les institutions politiques, les médias, la société civile, les associations, tous les acteurs qui, de loin ou de près, vont contribuer à travailler sur l'IA et à faire changer, bouger les lignes. Alors, la première mission du laboratoire de l'égalité, hormis le fait qu'elle doit défendre le droit des femmes et l'égalité professionnelle, est avant tout une mission de sensibilisation et d'éducation. Donc il est fondamental de accueillir les jeunes filles, les jeunes femmes dans les STEM, les filières scientifiques, donc de les accueillir, de les attirer, mais surtout de les garder également quand elles sont dans la société. Donc le laboratoire œuvre grâce au pacte, donne un cadre éthique à tout ce qui est IA et donc agit comme un levier de changement, comme une dynamique d'action. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'il était plus important et plus efficace d'être ensemble. Donc c'est pour ça qu'avec le Cercle d'Interrel et le laboratoire de l'égalité, nous sommes des associations qui œuvront pour la même chose, pour le même but commun, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'IA n'est pas un simple sujet de lutte de femmes, mais bien un sujet sociétal sur lequel il faut compter, parce qu'on s'aperçoit que on est tous d'accord pour dire que les algorithmes sont biaisés, qu'il faut modifier ces biais. Donc techniquement, on peut agir, effectivement, mais on a un deuxième problème, un deuxième point qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est que ça ne pourra pas se faire si on ne change pas les mentalités. Et les mentalités, ça prend énormément de temps. Donc pourquoi s'associer ensemble, entre associations et pas du tout en compétition, mais justement pour travailler ensemble, mutualiser nos compétences, pour aller ensemble plus loin, nos expertises, simplement pour construire ensemble donc une IA qui sera plus égalitaire, plus éthique et surtout durable. Je crois que le mot, c'est ensemble. Hein. Ensemble, tout à fait. Vraiment. Merci beaucoup, Hélène, et merci à Agnès. Et puis, merci à tous les acteurs de l'écosystème qui, comme nous, en fait, travaillent et agissent pour le développement d'une IA responsable et de confiance. Alors c'est maintenant le moment pour nous de conclure cet événement. Nous espérons avoir clarifié les enjeux de l'IA autour de la diversité et de l'éthique. Nous espérons vous avoir aussi donné envie d'agir dans le sens d'une IA responsable et non sexiste, et pourquoi pas le faire avec nous. Que vous soyez une entreprise, une organisation, une école ou même une personne privée, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Au nom du Cercle Interrel et du groupe de travail Femmes et IA, nous avons été ravis de partager ce moment avec vous, partager ce sujet qui nous tient tant à cœur, et nous vous remercions d'avoir participé à cet événement de lancement. À très bientôt.